Chers collègues, la parole est à Madame Delphine Bagary, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales pour la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. De façon globale, les crédits alloués au budget solidarité ont augmenté pour quasiment tous les programmes, 30% sur l'ensemble de la mission depuis le début du quinquennat. La rapporteure spéciale a présenté le détail des mesures. Pour ma part, je concentrerai donc mon exposé sur l'action 19 du programme 304. 215 millions d'euros consacrés au déploiement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. En progression de 50 millions d'euros par rapport à l'an dernier, ces affectations traduisent la montée en puissance de la stratégie qui se poursuivra jusqu'en 2022. Portée par plusieurs ministères, coordonnée par un délégué interministériel et les commissaires régionaux, le gouvernement s'est attaché à travailler avec les collectivités portant les politiques de solidarité afin d'en faire un projet commun, ascendant au plus près des territoires. Cette approche a permis un premier succès. À l'exception de 2 d'entre eux, pour des raisons qui ne sont pas liées à la stratégie elle-même, l'ensemble des départements et 2 métropoles ont contractualisé avec l'État. L'esprit de co-construction qui a prévalu a grandement concouru au climat positif dans lequel se sont déroulés les échanges. L'engagement des ministres Christelle Dubos et Adrien Taquet, les engagements pris au gouvernement y ont également largement contribué. Ainsi, la contractualisation avec les départements axe les actions de ceux-ci sur la lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, les politiques d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, l'amélioration des premiers accueils sociaux et notamment les délais de prise en charge, les référents de parcours, la mise en place de maraudes mixtes État-département, le renforcement de la prévention spécialisée et la formation des travailleurs sociaux. L'État et les collectivités territoriales se sont dotés d'outils d'ingénierie sociale communs permettant d'avoir une vision d'ensemble de la progression de ces politiques publiques dans les territoires. Par ailleurs, l'action 19 finance plusieurs mesures d'investissement social, les points conseil budget, les petits déjeuners à l'école, la tarification sociale des cantines ou encore le bonus mixité sociale dans des crèches. Ces mesures, pour l'essentiel à destination des enfants, sont encore en cours de déploiement et les collectivités concernées peuvent recevoir le soutien de l'État. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ne s'arrête pas aux dispositifs rattachés à cette mission. Au final, ce sont 8,5 milliards d'euros qui y sont destinés, concentrés pour l'essentiel sur l'enfance, la jeunesse et l'insertion par l'emploi. Ils visent à faciliter l'accès aux droits essentiels, le logement, les soins, et surtout à casser les mécanismes de reproduction de la pauvreté. Toutefois, malgré ces aspects positifs, les auditions menées ont fait apparaître plusieurs domaines qui mériteraient d'être approfondis. Sans méconnaître des dispositifs déjà existants, je pense qu'il faut accentuer les dispositifs d'accès à la culture, au sport et aux loisirs, car ce sont de vrais moyens d'émancipation, d'ouverture, mais aussi des catalyseurs d'insertion. Concernant les étudiants, il s'avère qu'un nombre croissant n'a pas de complémentaire santé. Un travail pourrait être mené pour pallier ce défaut et leur faciliter l'accès à la complémentaire santé solidaire, le cas échéant. Enfin, les CCAS ont de plus en plus de mal à répondre à une mission que leur a confiée la loi DALLO, la domiciliation des sans-abri, qui est pourtant la clé de l'accès aux droits. Des moyens affectés supplémentaires pourraient être envisagés. Je souhaite évoquer une situation qui transparaît peu dans la stratégie aussi, celle des migrants, réfugiés ou en situation irrégulière, véritable angle mort de la stratégie alors qu'il concerne une part non négligeable des personnes en grande précarité. Si une partie des dispositifs peut les concerner, c'est de façon indirecte et le plus souvent comme parents d'enfants en danger, à l'instar des maraudes mixtes. Certains habitent dans des hôtels sociaux pendant plusieurs années, changent de domicile fréquemment, entraînant des difficultés pour la scolarisation régulière des enfants et donc l'apprentissage. L'accès aux soins est complexe et risque demain de l'être encore plus. Et j'espère que les propositions faites hier par le Premier ministre permettront de leur simplifier l'accès au travail. Ainsi, je souhaite que la réflexion soit élargie et puisse prendre en considération la situation de ces personnes confrontées à des situations de grande vulnérabilité sociale et sanitaire, afin que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ne laisse aucun public en dehors de ces dispositifs.
Ayons une forte ambition pour nos politiques de solidarité. La France doit rester fidèle et fière de ses valeurs. Merci, mes chers collègues. Nous en venons maintenant aux porte-parole des groupes. Et la parole est à Monsieur Aviragnet pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous avons appris hier que le gouvernement comptait réduire le budget de l'aide médicale d'État et qu'il proposait de mettre en place un délai de carence dans l'accès à la protection maladie universelle pour les demandeurs d'asile. Madame la ministre, jamais je n'aurais cru que ce gouvernement, que je combats quotidiennement, tomberait aussi bas. Le débat nauséabond souhaité par Emmanuel Macron sur l'immigration et sur les supposés abus des étrangers en situation irrégulière pour satisfaire un électorat d'extrême droite est proprement indigne. Le cynisme de ce gouvernement et ses méthodes auront des conséquences désastreuses pour de nombreux êtres humains. Qu'importe leur nationalité, leurs origines, méritent-ils de souffrir pour que le président de la République puisse se gargariser d'avoir, je cite, « repris en main notre politique migratoire ». Faut-il jouer avec la santé des migrants pour séduire un électorat? La réélection du président de la République ne justifie pas tout, collègues. Et ce jour restera dans les mémoires comme celui où votre parti, le parti d'Emmanuel Macron, aura bafoué les principes républicains pour chasser sur les terres du Front National. La semaine dernière, dans Valeurs Actuelles, le président de la République a ressorti la vieille fable du tourisme médical, laissant entendre que de nombreux étrangers venaient profiter du système de soins français. Mais soyons rigoureux. Le rapport IGAS-IGF présenté la semaine dernière peine à démontrer l'existence de filières venues des pays de l'Est alimentant le tourisme médical. Ce rapport contient peu d'éléments quantitatifs. Il s'agit de chiffres purement anecdotiques. Une étude de 2016 de Médecins du Monde souligne que seuls 3% des patients déclarent avoir quitté leur pays pour des raisons de santé. L'idée selon laquelle l'AME attire un flux important de migrants venant se faire soigner en France ne résiste pas à l'épreuve des faits. Toutes les enquêtes disponibles montrent que la santé est un motif de migration très marginal, bien moins fréquent que les autres.